Merci de votre invitation, merci de votre intérêt si vous êtes là ce soir pour la question européenne. Je remercie les organisateurs d'avoir choisi cette date et non pas demain soir, parce que peut-être qu'on aurait été un peu plus clairsemé encore demain soir et je vous aurais compris. Demain soir, d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu faire une soirée sur l'identité française, marocaine et tout et la façon dont on peut les mêler ou pas. Mais c'est pas le sujet. L'actualité européenne m'inviterait à vous parler de l'Ukraine et de l'identité ukrainienne qu'on découvre aussi à travers cette guerre et qui même elle-même, quelque sorte, se réaffirme ou s'affirme même avec cette nation en armes, mais qui est en fait assez liée à l'identité européenne. Moi, ça m'a frappé. C'est le 11 novembre, lorsqu'on a vu la libération de Kherson. La première chose qu'ils ont fait sur la place de l'hôtel de ville, c'était de mettre un drapeau ukrainien, un drapeau européen côte à côte, comme si pour eux c'était indissociable. Et donc c'est pour moi une introduction au sujet de ce soir. Vous m'invitez à réfléchir avec vous sur qu'est-ce que c'est cette identité européenne. Il y a plein de façons d'y répondre et peut-être juste un mot d'où je parle. Je crois qu'on disait ça en 68, j'étais pas né, mais on disait d'où tu parles, d'où je parle. Effectivement, je dirige un think tank européen, pro-européen. Je pense que le nom de Jacques Delors suffit à le démontrer. Mais indépendant, je voudrais dire là-dessus, indépendant financièrement et politiquement. Financièrement, puisque nous avons dans notre budget de 2,2 millions, il y a une partie vient de la Commission européenne, une partie vient du gouvernement français, d'autres parties viennent de l'entreprise privée. Il n'y a aucun acteur est dominant. Ils sont souvent à part égale et nous sommes aucunement un bureau de consultants ou de prestations pour tel ou tel autre. D'autre part, si vous regardez la composition de notre conseil d'administration, devant qui je suis responsable, vous verrez différentes sensibilités politiques, qu'elles soient de droite, de gauche ou du centre, et surtout différentes nationalités. Dans la conseil d'administration, il y a des Allemands, des Polonais, français bien sûr, et espagnols. Et dans mon équipe, sur les 20 personnes, il y a 9 nationalités aussi. Donc on essaie de travailler sur l'Europe en européen, au sens le plus humain possible. Et je pense que l'identité européenne, elle peut mieux se comprendre. Je suis sûr qu'on ferait cette conférence ce soir en Finlande ou on la ferait au Portugal. Peut-être qu'on aurait une autre façon d'aborder la chose, puisqu'il n'y a pas une seule réponse possible. Mais voilà la manière dont je voulais peut-être décliner cette question de qu'est-ce que l'identité européenne, qu'est-ce que ça veut dire se sentir européen, ce sentiment d'appartenance. Vous vous souvenez que quand la France a présidé le Conseil de l'Union européenne, là, au dernier semestre, il y avait la devise, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était relance, puissance, appartenance. Le mot appartenance, ça veut dire un peu surpris les autres pays, dire pourquoi vous parlez de ça, mais parce qu'on sait bien que le sentiment d'appartenance européen, il ne va pas de soi, notamment en France, qui est un des pays sans doute parmi les plus eurosceptiques aujourd'hui dans l'Union européenne. Il faut savoir, quand on regarde l'Eurobaromètre, on est vraiment dans globalement, hein, au national, on est plutôt en bas que par rapport à d'autres pays comme l'Irlande ou le Portugal ou l'Allemagne. Donc, on voit bien que c'est pas une entité forcément évidente. Moi, je voudrais l'aborder avec vous de trois manières. Je vois trois manières de comprendre comment on peut se dire européen, qu'est-ce qu'être européen. Peut-être la première manière, qui est peut-être la plus évidente et en même temps celle auquel on pense le moins finalement, c'est, j'ai envie de dire, l'identité civilisationnelle, j'ose le mot. Je dirais, il y a trois identités, je déclinerai civilisationnelle, citoyenne et communautaire. J'expliquerai les trois. La première, civilisationnelle, je pense qu'elle est assez flagrante en fait lorsqu'on a la chance de voyager en Europe. Lorsque vous voyagez d'une ville à l'autre, lorsque vous allez à Rome, à Prague, à Lisbonne, à Stockholm ou à Athènes, bien sûr, il y a des différences notables, comme il y en a entre Nancy et Metz. Je ne vais pas aller trop sur ce terrain, je crois. Mais il y a des différences notables, mais on peut trouver quand même un air de famille. La famille, c'est-à-dire que, par exemple, sur le plan architectural,
C'était un reportage que j'ai fait une fois pour La Croix. Si vous regardez où est le style gothique architectural, il est né en Île-de-France. On le voit à travers notre chère cathédrale Notre-Dame, que j'espère on reverra bientôt debout. Mais vous le retrouvez aussi bien à Séville, en Espagne, que jusqu'en Finlande, à Turku, où vous trouvez à la même époque, hein, le style gothique se déployer avec bien sûr des matériaux différents, se déclinant de manière différente avec telle ou telle spécificité. Au Portugal, c'est plutôt sous l'art manuelin, mais on peut trouver voilà, différentes variantes d'un même style. Et je pourrais décliner de la même façon sur le baroque, sur le style classique. Mais j'insiste sur ça pour dire, c'est qu'à travers les arts, on voit bien qu'il y a des aires de ressemblance et des parentés entre nos différents pays. Ce qui est vrai, et je pourrais d'ailleurs parler, pour prendre un exemple plus local, de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, on le trouve à l'école de Nancy. Moi, j'ai vécu à Bruxelles, ils sont très fiers de l'Art Nouveau. Et si vous allez à Riga, en Lettonie, ils sont très fiers aussi de l'Art Nouveau. Et le Jugendstil à Vienne, vous savez, moi, qui s'est décliné aussi de plusieurs manières à la même époque. Donc, je commence par là en disant que l'appartenance européenne, elle a un fond culturel. Elle a un fond culturel. Et bien sûr, notre lecture de l'histoire ne le voit pas toujours comme ça. On a parfois, dans les façons d'écrire l'histoire de chaque pays, on peut, en quelque sorte, nationaliser a posteriori des choses. Je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu dans différents reportages. Une fois, j'étais à Gênes, en Italie. Donc Gênes en Italie, si vous y allez, tout le monde vous dit c'est la ville de Christophe Colomb. Hein, il était génois et on sait bien que c'est là qu'il a vécu. Mais quand vous allez à Barcelone, je ne sais pas si certains connaissent ici, il y a une grande statue en pied de Christophe Colomb et les Barcelonais, c'est quelqu'un de chez nous. C'est nous, il est parti de chez nous. C'est grâce à nous qu'il est allé en Amérique. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Lorsque j'étais correspondant en Belgique, j'entre à la Chambre des représentants des députés belges. Il y a un grand portrait en pied de Charlemagne. Et on vous explique, oui, parce que Charlemagne, c'est le premier des Belges. Il est né, apparemment, il serait né près de Liège. J'étais d'ailleurs fait un reportage là-bas, on ne sait pas exactement où, mais on pense qu'il est né là. Puis après, quand j'étais en Italie, eh bien, vous voyez dans la basilique Saint-Pierre, là où il a été couronné empereur, c'était le roi des Lombards, et il était italien. Et puis, quand j'ai été écolier français, on m'avait expliqué que Charlemagne avait inventé l'école. Enfin, je n'avais pas imaginé au-delà de la France. Et puis, bien sûr, quand je suis allé à Aix-la-Chapelle, c'est là qu'il est enterré. Et donc, on comprend qu'il est allemand. Ça pour dire qu'en fait, on peut faire beaucoup d'anachronismes, puisque au temps de Charlemagne, par définition, il y a Italie, France, Allemagne, Belgique. Encore moi, ça n'a pas forcément toujours de sens. Prenons même plus près d'ici, la statue de Stanislas sur la place Stanislas. Alors Stanislas, oui, il est lorrain, duc de Lorraine. En même temps, il était roi de Pologne, il était en Pologne, il est mort à Lunéville. Mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut trouver à travers l'histoire fouille d'exemples de grands personnages. Léonard de Vinci, qui est certes né à Vinci, mais qui a quand même fait beaucoup de sa carrière en France, qui sont comme ça, qui appartiennent en fait à plusieurs pays, et que chaque pays peut-être veut le prendre pour son compte, mais qui en fait invite à voir, au moins faire ressortir la dimension européenne de notre histoire. Après, je suis pas là pour dire qu'il faut tout européaniser excessivement, qu'il ne faut pas nationaliser à l'excès, parce que ce serait scientifiquement infondé. Mais on voit bien que dans une lecture de l'histoire qui prend les courants artistiques, les courants de pensée, les courants scientifiques, bien sûr, ça traverse nos frontières et ça fait partie, je dirais, de notre mémoire commune. Et là, de ça, ça peut paraître à la fois évident et en même temps, c'est pas forcément comme ça qu'on a été éduqué. Et ça, c'est peut-être aussi frappant. En Europe, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des grands pays et des petits pays, entre guillemets. Lorsque vous êtes dans un grand pays, comme la France l'est par rapport aux autres petits pays, je citais la Belgique, j'aurais pu dire Malte ou Slovaquie et autres, qui eux-mêmes souvent ont une vraie conscience nationale de leur identité nationale, mais peut-être plus naturellement la conjuguent avec une identité européenne, puisque
ils ont bien conscience que l'étroitesse de leur pays, qui parfois ne dirait pas bien vieux, appartient à un plus grand ensemble. Aujourd'hui, si vous parlez à des Écossais qui veulent leur indépendance, ils veulent l'indépendance, mais en Europe, ça ne pas être tout seul. Donc, il y a le cas déjà entre la perception et la différence selon qu'on vient d'un, entre guillemets, grand ou petit pays. Et puis, cette façon de voir l'Europe comme un tout culturel, avec bien sûr plein de différences nationales, et ça rejoint un peu la devise de l'Union européenne de unité dans la diversité. Cette unité, peut-être qu'elle est encore plus perceptible en fait par de l'extérieur. J'ai eu très souvent des témoignages de personnes qui, lorsqu'ils se retrouvent sur un tout autre continent, eh bien, je dirais, se sentent la plus européens à la différence de là où ils sont par rapport à... Et inversement, pour les personnes asiatiques verront mieux l'Europe comme un tout. Ils font d'ailleurs souvent ils font un tour d'Europe dans une seule tournée, puisque voilà, finalement, Espagne, Portugal, France, bon, bah, tout ça, c'est l'Europe, et on la voit comme un tout. Donc, c'est important d'avoir ces différents regards. Mais je pense aussi ce qui définit l'Europe sur le plan civilisationnel, c'est pas seulement ce que j'ai expliqué, l'histoire, les arts, tous les courants qui ont marqué nos sociétés et ont façonné nos nations. C'est finalement aussi et surtout ce qui a pu aussi après donner lieu à la construction européenne, c'est la mémoire collective des traumatismes. On parle parfois de traumatisme fondateur. Et les deux guerres mondiales ont à la fois été les moments les plus atroces pour notre continent de déchirement, de guerre. On a parlé de la Première Guerre mondiale comme une guerre civile européenne, parce qu'elle était mondiale, mais et on est bien placé ici pour savoir, l'Europe en était le premier théâtre. Et ça a été aussi à partir de cette mémoire-là, de ce plus jamais ça, qui fait qu'on a voulu aller plus loin. Bien sûr, dès qu'on parle d'Europe comme une civilisation, comme un tout, se pose la question nationale. Et comment est-ce que j'articule les deux? Comment est-ce que je fais? Et je pense que la meilleure réponse, c'est de ne pas opposer les deux. J'ai envie de dire, l'expression Europe des nations ne me choque pas, puisque l'Europe est constituée de plein de nations. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre derrière, mais il y a l'Europe n'est pas là pour, et l'identité européenne n'est aucunement là pour petit à petit se substituer à un sentiment national qui est tout à fait respectable. Je prendrais plutôt comme exemple, justement, c'est un peu ce qui a été essayé d'être traduit sur les pièces d'euros. Vous avez tous vu des pièces d'euros, vous en avez peut-être dans votre poche. Il y a une face nationale et une face européenne, mais c'est les deux faces d'une même monnaie. Et donc, les choses sont là pour se combiner, et je pense qu'elles sont complètement, elles vont ensemble. On peut difficilement démêler ce qui est purement national et ce qui est purement européen, puisque par définition, en fait, je dirais les deux on ne peut pas être européen ex nihilo. Moi, je n'ai jamais dit, par exemple, il y a parfois des gens très pro-européens qui me disent moi, je suis européen avant d'être français. Je suis même d'ailleurs d'abord européen. Mais on ne peut pas être européen ex nihilo. Et ça m'amène au deuxième point, la citoyenneté européenne. On ne peut pas l'être si on n'est pas le national, entre guillemets, d'un État membre. Vous ne pouvez pas être un citoyen européen tout court. On ne peut pas être citoyen européen ex nihilo. Vous êtes citoyen européen de nationalité française, ou citoyen européen de nationalité irlandaise ou de nationalité finlandaise. Mais il faut avoir une des nationalités des États membres pour avoir la citoyenneté européenne en complément. C'est comme ça que c'est écrit. Donc les deux sont vraiment imbriqués, les deux sont inséparables. Mais cette Europe citoyenne, c'est plus joli de dire comme ça que Europe bruxelloise, mais ça m'amène à ma deuxième façon de voir l'identité européenne, donc là, non moins tournée vers le passé, ou vers le patrimoine, ou vers ce qui fait que dans n'importe quelle ville d'Europe, vous pouvez vous sentir pas complètement étranger, parce que vous trouvez cette terre de famille. Mais ce qui fait souvent plutôt le quotidien de l'actualité, et sur quoi peut-être vous m'interrogez plus ce soir, c'est de dire, mais finalement,
l'Europe à Bruxelles, je dis Bruxelles, même si je devrais dire Strasbourg, Luxembourg et tous les autres lieux, mais c'est quand même à Bruxelles qui a l'essentiel, ces directives, ces règlements, ces commissaires européens, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'Europe? Il y a l'Europe d'un côté, l'Europe que je viens de décrire, et puis l'Union européenne, une sorte de machin comme ça, qui nous tombe dessus et qui n'a aucune légitimité. Et c'est là où il faut peut-être mieux creuser aussi comment est-ce qu'on peut s'identifier à la Commission européenne, comment est-ce qu'on peut s'identifier au Parlement européen. Est-ce que quand vous voyez à la télévision Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, est-ce que vous vous dites, tiens, voilà ma présidente de ma commission et quelqu'un, quelque sorte, qui a une légitimité démocratique, ou c'est une technocrate allemande, on ne sait pas d'où elle sort et je ne comprends pas ce qu'elle dit et je ne vois pas qu'est-ce qu'elle vient faire dans mes affaires. Donc c'est ça la citoyenneté, le sentiment d'appartenance. Il ne peut pas être que culturel, il doit aussi avoir une forme d'appartenance politique, c'est reconnaître ou pas aux institutions européennes une légitimité pour agir. Et pourquoi? Donc c'est toute la question de ce qu'on appelle le déficit démocratique. Est-ce que les institutions européennes, est-ce qu'elles sont démocratiques ou non? C'est une vieille question et sur laquelle je crois qu'on a beaucoup progressé. Et pourquoi je crois que c'est vrai que longtemps on a cru que les gens se sentiraient européens, non pas à travers les institutions européennes mais par les réalisations concrètes de l'Europe. Vous êtes européen parce que vous avez fait Erasmus ou parce que vous avez des euros dans votre poche ou parce que finalement vous bénéficiez d'une subvention de la PAC. Mais on voit bien que c'était un peu le pari des pères fondateurs que toute cette intégration allait se transformer, muter en appartenance politique. Et ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, la plupart des réalisations concrètes de l'Europe, finalement, on n'y pense pas. Elles sont presque devenues invisibles à nos yeux. J'ai pris un TGV là pour venir ici de Paris. Je ne me suis pas dit, tiens, la Banque européenne d'investissement a fait un prêt pour construire cette banque. La Banque européenne d'investissement, qui est une banque publique qui appartient aux États de l'Europe, pour financer cette ligne. J'ai des euros dans ma poche. Peut-être que les vaches que je vois par la fenêtre sont leur éleveur touche des fonds de la PAC. Enfin, on pourrait, en fait, si vous voulez commencer à vouloir voir l'Europe, tout ce qu'elle fait concrètement, même ce qu'il y a dans votre assiette, je dirais, c'est un peu comme l'air qu'on respire. On n'y pense pas tout le temps d'où il vient. Donc, en fait, ces réalisations européennes qui sont partout, et on pourra en parler dans le débat, évidemment, on peut pas tout le temps se le dire. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas forcément en tant que tel un facteur d'identité. Mais là où il y a un vrai facteur d'identification, c'est dans le jeu. Si ou pas, j'arrive à reconnaître l'Union européenne comme un vrai acteur politique légitime pour lequel, quelque sorte, auquel j'ai voté. Et ça, je pense que c'est important de voir comment cela s'est démocratiquement fait. D'une part, l'Union européenne est constituée donc aujourd'hui de 27 États membres. C'est un peu comme pour un mariage chrétien, c'est libre et non contraint. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, les 27, sont là parce qu'ils le voulaient. Aucun État n'a été forcé à rentrer. Le dernier pays qui est rentré, la Croatie, en 2013, il y a eu un référendum en Croatie et les Croates, à une large majorité, ont dit oui, nous voulons être dans l'Union européenne. Et c'est un peu comme un club. Pour être admis dans le club, vous devez être admis par tous les autres membres du club. Donc tous les autres, à l'époque 27 autres, ont dit oui, on veut que tu rentres. Donc le Sénat français, la Chambre des députés française, au nom du peuple français, a ratifié le traité d'adhésion de ce pays qui est rentré donc en 2013, donc à l'unanimité de tous les autres et avec l'accord de ce pays. Après, il y a des pays qui ne veulent pas rentrer. La Norvège, par exemple, par 2 fois, a eu un référendum au début des années 70 et au début des années 90. Ils ont été consultés, ils ont dit non, nous ne voulons pas rentrer, donc on en est resté là. Pareil pour les Suisses. Donc, je dirais, c'est important de souligner le fait que tous les pays qui demandent à rentrer
aucune candidature n'est sollicitée. La Moldavie, on n'a pas été dit est-ce que vous êtes candidat, ce serait bien. Non, c'est eux qui sont candidats. Et après, c'est nous qui acceptons ou pas, avec plus ou moins de délai. On pourra revenir, si vous voulez, sur comment ça se passe. Mais ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas un empire. C'est-à-dire que ce n'est pas une occupation de tel territoire en disant vous rentrez dans l'Union européenne. Et c'est-à-dire jusqu'au point où on a même permis à un État de sortir. C'est-à-dire c'est dans le traité, à l'article 50, si un État veut sortir de l'Union européenne, ce qui était donc la décision souveraine du Royaume-Uni, de sortir, eh bien, donc ils l'ont fait. Ça, il faut déclencher l'article 50 et après vous avez 2 ans pour faire votre accord de retrait. Et alors c'est un exemple assez inédit, hein, c'est pas parce que on ne pense pas forcément à adhérer à l'Union européenne en vue de après ça en sortir, mais c'est pour montrer que effectivement ce n'est pas un empire. On n'a pas envoyé des chars à Londres pour dire non, non, vous restez dans l'Union européenne. Ils sont sortis. Mais avant, ils étaient rentrés, je dirais, aussi par un référendum. Lorsque le Royaume-Uni est rentré, il y a un référendum en 1974 où une majorité de Britanniques, et d'ailleurs à l'époque une grande majorité d'Anglais, avaient voté pour rentrer dans les communautés européennes, à la même époque que Danemark et l'Irlande. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en France aussi, on a eu un référendum en 72 pour dire oui, on voudrait que les Britanniques, Danois et Irlandais rentrent. Donc il y a eu un référendum aussi en France avec une majorité de Français qui ont dit oui aux Britanniques. Oui, ça s'est fait, je dirais, de manière, là, pour le coup, démocratiquement le plus poussée. Et donc, première chose, c'est que l'ensemble de ces États membres ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils le veulent, parce qu'il y a un choix souverain de chaque État pour en être et que les autres l'acceptent. Première chose. Après, l'ensemble des pays qui sont là doivent eux-mêmes être des démocraties. On ne peut pas rentrer dans l'Union européenne si on n'est pas une démocratie au départ. Après, je ne dis pas on évolue plus ou moins différemment, mais l'Espagne de Franco ne pouvait pas rentrer dans l'Union européenne, alors qu'elle le voulait. Le Portugal de Salazar n'y a pas eu droit. Toutes les dictatures communistes de l'Est, fallait attendre la chute du mur, bien sûr, pour qu'ils puissent y rentrer. Le régime des colonels en Grèce aussi, il fallait attendre qu'il soit tombé alors qu'ils avaient aussi fait acte de candidature, pour rentrer. Donc il faut être une démocratie libérale pour rentrer dans l'Union européenne. Ça fait partie des conditions pour entrer. C'est ce qu'on appelle le critère de Copenhague. Le premier critère, c'est d'être une démocratie. Donc, première condition, c'est une union de démocratie. Enfin, on y rentre démocratiquement, par choix, et il faut soi-même être déjà une démocratie qui fonctionne pour en être éligible. Et puis, mais là, j'ajouterais un autre critère d'identité, c'est que l'autre condition, c'est d'être un État européen. Une fois qu'on a dit ça, on a répondu en partie à la question. L'exemple le plus fréquent, je parlais du Maroc. Le Maroc, en 86, avait fait acte de candidature. Et là, ce n'était pas une question de démocratie ou pas. On a dit, mais vous n'êtes pas en Europe. Donc, pas un État européen. Là, la frontière géographique est assez claire. Donc, il n'était pas éligible pour être candidat. En revanche, dès qu'on va à l'Est, eh bien, on ne sait pas exactement très bien où s'arrête l'Union européenne, enfin où s'arrête le continent européen. Je ne suis pas géographe, mais j'ai compris qu'il y a plusieurs débats. Il y en a qui disent que le Caucase est dedans, d'autres qui disent que le Caucase n'est pas dedans, l'Oural. Aujourd'hui, on dit souvent de l'Atlantique à l'Oural, mais c'est une expression qui date du 19e. Avant, on disait à la Volga. Ou, voilà, donc, c'est plus ou moins... Côté Atlantique, là, c'est bien défini, jusqu'à l'Islande. À l'Est, voilà, on voit que c'est... à géométrie un petit peu variable, et notamment la question s'est posée donc, avec la candidature turque. La Turquie a 3% de son territoire géographiquement dans l'Union européenne. Si vous allez à Istanbul, ça m'a amusé de voir c'est une ville vraiment qui est sur 2 continents. Il y a une partie en Europe et une partie en Asie. C'est comme ça qu'on définit la ville, et qu'il y a même 2 indicateurs téléphoniques selon que vous êtes sur un continent ou l'autre. Et après, effectivement, la majorité du territoire est en ce qu'on appelle l'Asie mineure. Donc, on voit bien que le critère géographique européen, le traité pas plus précis, je dirais, ça donne pas une réponse scientifique absolue de
sauf les cas flagrants qui seraient aux antipodes du globe, mais voilà, ça montre un certain degré de flexibilité. Donc il y a le caractère européen, géographique, avec les limites que j'ai dites, et puis être démocratique. Mais la troisième raison pour laquelle j'ose dire que l'Europe est démocratique, et c'est important, je pense, dans l'identification à l'Europe qu'on le comprenne comme ça, c'est que les décisions européennes sont, elles, ensuite prises démocratiquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, on a parlé tout à l'heure, il a rapidement été rappelé les différentes institutions. Il y a donc deux législateurs, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen, il est constitué de députés européens, comme vous savez, il y en a 705, 73 pour la France, 79 pour la France, qui sont élus au suffrage universel direct. La dernière élection était en 2019, et il y en aura en 2024. Donc tous les 5 ans, on vote, ou on ne vote pas, en tout cas on vote pour des députés européens qui sont donc envoyés comme co-législateurs. Quand je dis co-législateur, c'est-à-dire qu'il y a l'autre législateur, c'est le Conseil de l'Union européenne, qui lui représente les États, un peu comme on verrait dans un système fédéral avec le Sénat qui représente les États. Les États sont là, donc ce sont les représentants des gouvernements, donc démocratiquement élus, des 27 États membres. Donc, par exemple, au Conseil des Transports, vous avez le ministre français des Transports avec ses homologues qui se réunissent. Vous avez les ministres des Finances qui se réunissent, les ministres de l'Agriculture, les ministres toutes les... Il y a 9 formations qui se réunissent régulièrement pour légiférer et faire la navette avec le Parlement européen pour la majorité des textes législatifs. Et ces textes législatifs, ils viennent d'où? Ils viennent de la Commission européenne, qui a donc le monopole pour proposer des textes de loi. Mais cette commission, elle ne tombe pas du ciel. Elle-même, elle est le fruit indirect des élections européennes et elle est responsable devant le Parlement européen qui l'a investi, qui a donné un vote de confiance, qui peut aussi la renverser d'ailleurs, et devant lequel donc elle doit plaider. Et puis bien sûr, elle a aussi la confiance des 27 États membres. Vous donnez un exemple pourquoi je pense qu'on peut reconnaître un commissaire européen comme une vraie personnalité politique. Lorsque la France, vous savez que les commissaires européens, ils sont proposés par chaque État. La France propose un nom, et après c'est le président de la Commission qui négocie avec l'État le portefeuille qu'il lui donne. Parce que la France, par exemple, dit « moi je voudrais bien qu'il soit commissaire, mais commissaire au transport ». Et elle va dire « oui, mais non, ce ne sera pas les transports, ce sera autre chose ». Donc il y a une négociation qui se fait. Et cette personne proposée doit être auditionnée par le Parlement européen, qui peut le refuser. On a vu ça dernièrement en 2019 avec le cas de Sylvie Goulard, qui n'a pas pu être retenu par le Parlement européen, et c'est Thierry Breton qui a été nommé, qui du coup a eu la confiance. Mais pareil, il y a été le cas avant pour d'autres pays il y a chaque année sur les 27, il y en a 2, 3, 4 parfois qui sont comme ça recalés, mais qui sont tous auditionnés. Et ensuite, l'ensemble du collège des commissaires est investi par le Parlement européen avec un vote de confiance. Et donc, c'est dans ces conditions-là, je dirais qu'ils font leur travail, qu'ils proposent des textes de loi qu'on appelle directives et règlements, qui sont donc ensuite débattus, discutés, amendés et transposés dans le droit national. Donc, la question qui se pose après, c'est jusqu'à quel point le jeu démocratique donc, que je vous décris là arrive dans chaque État, est suivi et pris. Et là, il y a d'abord une question des médias, jusqu'à quel point le travail législatif européen est médiatisé. Est-ce qu'on apprend l'existence d'une directive tout d'un coup, le jour est transposé, ou est-ce qu'on a pu suivre un peu son cheminement? Parfois on se passionne pour les élections américaines, mais est-ce qu'on se passionne aussi pour les débats qui sont au Parlement européen? Donc il y a une responsabilité aussi des médiatiques pour faire en sorte que tout ce jeu politique européen, parce qu'il y a un vrai jeu politique, il y a des jeux entre partis, il y a des compromis entre pays, soit bien, je dirais, suivi par les citoyens qui veulent s'informer à ce sujet.
Donc ça, c'est vraiment une des premières défis, je dirais, on arrivera mieux à s'identifier comme Européens si on prend au sérieux, en fait, le jeu institutionnel européen comme étant un vrai jeu politique qui se joue là non pas en division nationale, mais en division européenne. Mais comme me disait un ancien député européen français, il dit souvent quand vous êtes député européen, à part les noms les plus emblématiques, souvent vous êtes effectivement assez inexistant médiatiquement et personne ne sait très bien ce que vous faites et vous avez même du mal à vous faire inviter sur tel ou tel plateau de télévision parce que voilà, vous n'intéressez plus grand monde et même votre propre parti vous oublie ou vous n'êtes pas forcément reconnu pour ce que vous faites. Donc ça ce que je voulais développer sur la question de la définition de l'identité européenne comme une identité citoyenne d'un citoyen qui reconnaît dans ces institutions européennes un espace démocratique. Ça, et on pourrait peut-être, si vous voulez, y revenir aussi dans le débat. Et puis la troisième définition, peut-être la plus profonde, et celle non plus tournée vers, j'ai parlé du passé de notre mémoire, du présent, du fonctionnement des institutions, mais celle plutôt projetée vers le futur, parce que parfois l'identification à quelque chose, le sentiment d'appartenance, il ne se fait pas seulement au nom d'une mémoire passée ou d'une mémoire collective ou d'un traumatisme fondateur, il peut se faire aussi en vue d'un projet, ce qu'on appelle peut-être pompeusement une communauté de destin. Dire que, et c'est un peu ce que renferme l'expression « faire l'Europe ». On dit toujours « faire l'Europe ». Faire l'Europe comme si elle n'existait pas, comme s'il fallait la faire. Elle était en une construction, justement, quelque chose qu'on voulait faire ensemble. Et c'est peut-être là où il y a peut-être eu une perte de sens du projet. Pendant des décennies, le projet européen s'est justifié, a bâti son récit comme un projet de paix. On dit on fait l'Europe pour faire la paix, pour qu'il n'y ait plus de guerre entre nous. L'Europe est là pour assurer qu'on ne revienne plus à nos démons qui ont pu jalonner le XXe siècle. Et ça, c'est comment on a fait la paix en Europe. Alors bien sûr, si on définit la paix stricto sensu par l'absence de guerre, on dira c'est pas l'Europe, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui fait qu'on est protégé, on est sous le parapluie américain et en fait, on est comme ça, on est bien en sécurité. C'est une partie de la réponse. Mais ce qui fait la paix de manière plus profonde, qui fait qu'on n'imagine pas effectivement demain l'Allemagne nous envahir, ou l'Italie nous envahir, ou je ne sais quel voisin prendre une partie de notre territoire, et que nous-mêmes, nous n'avons apparemment pas de velléité expansionniste non plus à reprendre telle ou telle partie de la Belgique, ça veut dire que cette paix, elle repose en fait sur trois piliers qui sont intrinsèquement liés au projet européen. Le premier, c'est le travail de réconciliation entre les peuples et tout ce qui a pu faire dans les jumelages, tout ce qui a été fait par les traités d'amitié, ce qu'on va célébrer au mois de janvier, le 60e anniversaire de l'amitié franco-allemande, tout ça a été fait pour surmonter nos divisions passées. Ça paraît parfois aujourd'hui d'une évidence pour peut-être nos enfants, mais on sait que c'est un vrai mouvement qui était loin d'aller de soi lorsque Robert Schuman l'a proposé en 1950, 5 ans seulement après la fin de la guerre. Et donc c'est l'idée de ne pas reprendre l'esprit de revanche et de surmonter ça. Et pas seulement dire entre France et Allemagne, c'est vrai aussi entre Royaume-Uni et Irlande, entre Allemagne et Pologne, entre en fait tous les pays voisins. Lorsque vous voulez rentrer dans l'Union européenne, il faut forcément que les autres vous acceptent. Et souvent, le plus dur, parfois, c'est le pays le plus voisin. La Slovénie a mis du temps à se mettre d'accord avec la Croatie sur leur frontière maritime. Et le contentieux a duré longtemps. Et donc, si la Serbie veut rentrer dans l'Union européenne, il faut que la Croatie accepte. Il faut que les autres soient d'accord. Donc, ça demande beaucoup. En fait, ça demande forcément de se réconcilier avec peut-être ses ennemis d'hier. Donc ça, c'est un premier travail, puisqu'on met beaucoup de choses en commun. Puisque finalement, cette Europe, elle est fondée avant tout sur la confiance. La confiance entre nous.
ce qu'on appelle l'interdépendance économique entre nous. Ce n'est pas autre chose qu'une confiance mutuelle. Lorsqu'on on ouvre les frontières pour nos produits, lorsqu'on enlève toutes les barrières et qu'on fait un marché intégré unique, ça veut pas dire qu'on uniformise tout. Ça veut surtout dire qu'on reconnaît mutuellement les valeurs de nos produits respectifs. Qui fait que lorsque vous achetez tel ou tel produit qui vient d'Espagne ou d'Allemagne ou d'Italie, vous êtes a priori confiant que c'est de la qualité, en tout cas dans des standards qui valent les nôtres. Et tout le fonctionnement de l'Union européenne repose beaucoup, pour l'essentiel, sur cette confiance mutuelle qu'on a ou qu'on perd un peu. Pourquoi, par exemple, on a tant de problèmes avec Schengen? C'est qu'on se dit, Schengen, eh bien, ça veut dire qu'on accepte que la libre circulation entre nos pays, mais ça veut dire aussi que les frontières extérieures de Schengen sont gardées par nos voisins en notre nom. Et donc, est-ce que les gardes-côtes espagnols, est-ce que les gardes-côtes, bientôt la croate ou autres, font bien leur travail en notre nom collectif pour ça? Donc, c'est ça, ce contrat de confiance, en fait, et qui peut... alors, c'est un facteur de paix au sens où, tant que ça marche, ça fait paix. Après, si ça dégénère, eh bien, il y a des réunions à Bruxelles pour essayer de régler ces contentieux-là. Mais c'est comme ça qu'on veut le bâtir. Et puis, le dernier critère de paix, c'est le fait qu'on reconnaisse entre nous la primauté du droit européen. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que le droit européen, dont j'ai décrit brièvement comment il est forgé par les institutions européennes, c'est pas un droit étranger, c'est notre droit collectif, ce droit qu'on se donne en commun. Et c'est important que tout le monde le respecte, parce que si quelqu'un prend des libertés avec ce droit européen, du coup, oui, après, il n'y a plus chacun après fait ce qu'il veut. Donc, ça aussi, c'est fondé sur la confiance que les autres vont aussi respecter les mêmes droits et respecter les mêmes règles. Et donc, et lorsqu'on enfreint cela, eh bien, c'est sûr que ça peut choquer vos voisins, dire voilà, qu'ils ne respectent pas le droit qu'on a, sur lequel on s'était mis d'accord ensemble au Parlement européen et au Conseil. Donc c'est ça qui fait, qui sont les trois piliers de la paix européenne et qui fait que c'est un projet de paix. Mais ce récit est arrivé un peu en bout de course, puisque d'une part, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale au fil des décennies, certes nous passionne, mais en même temps s'estompe, et pour les générations suivantes, eh bien, c'est un peu comme parler de Charlemagne, presque. En tout cas, c'est des choses très très anciennes, et finalement, effectivement, c'est d'une évidence qu'il y a la paix en Europe, qu'on va pas... C'est pas suffisamment mobilisateur. Et parallèlement à ça, on voit au contraire émerger de nouveaux défis à notre continent qui aujourd'hui peut-être donnent de nouvelles raisons de faire l'Europe. Et là-dessus, j'en donnerai trois. Il y a d'une part ce qu'on appelle les grands défis transversaux. Le changement climatique, le numérique, les pouvoirs des GAFA. Tous ces phénomènes qui nous dépassent, et on voit bien qu'un seul pays tout seul ne pourra pas faire la différence, aussi grand soit-il. Et donc, ou que s'il le fait, son effort sera assez vain et il se mettra en quelque sorte dans une position pas très bonne pour sa compétitivité. Donc, l'idée d'une plus-value européenne pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour faire face aux GAFA, c'est d'abord une des premières nouvelles raisons, je dirais, qui n'était pas forcément présente au début du projet, pour aujourd'hui faire l'Europe. La deuxième raison, et on la voit maintenant de manière plus forte, c'est ça a inspiré les entretiens que j'ai fait avec le président de l'Institut Jacques Delors, qui s'appelle « Faire l'Europe dans un monde de brut ». C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsque dans un monde où finalement le droit international, le droit des autres peut être plus ou moins compté pour rien ou piétiné, vous vous dites, bon, faut qu'on fasse quelque chose. Alors, c'est assez flagrant lorsque vous voyez dans le cas russe, c'est assez flagrant qu'il y a une violation délibérée du droit international par la Russie qui veut attaquer un État indépendant à côté de lui. Mais donc, ça veut dire que si l'on veut arriver à nous-mêmes à se défendre de ça, eh bien, il faut s'unir.
En fait, aujourd'hui, je dirais que c'est la menace qui nous unit. C'est la menace qui nous unit. La paix nous semble acquise. On a tout fait pour avoir la paix intérieure. Le projet européen était vraiment plutôt fait pour des raisons intérieures. On parle du marché intérieur, c'est emblématique. L'euro est avant tout pensé comme une monnaie entre nous, pas forcément avant tout pour son rôle international. Schengen, on a avant tout été pensé pour la libre circulation entre nous, pas forcément pour son rôle protecteur extérieur. Ça a d'abord été pensé pour des projets internes. Le marché européen a été fait pour maximiser les échanges entre nous. Et aujourd'hui, on voit bien que la vraie question pour l'Europe, c'est son existence face au reste du monde, face à la Russie, bien sûr, mais pour limiter notre dépendance, mais aussi face à la Chine, dont on voit bien que c'est ce qu'on dit dans le jargon européen, un rival systémique, c'est-à-dire qu'un pays qui veut proposer un tout autre modèle que le nôtre et qui est prêt à racheter beaucoup de nos actifs stratégiques pour le faire, pour son propre programme, donc qui ambitionne d'être la première puissance du monde. Donc comment est-ce qu'on arrive, nous, à nous placer par rapport à ça? Et même, on peut dire aussi, dans la relation avec les États-Unis, dans la centre-atlantique. J'étais frappé de lire ce matin qu'il y a eu un jugement de l'OMC qui disait que les hausses de tarifs douaniers décidées sous Trump pour l'acier et l'aluminium étaient considérées par l'OMC comme illégales. L'administration Biden a dit tant pis, nous on les maintient parce qu'on les fait au nom de notre sécurité nationale. Et donc, on voit bien que les règles multilatérales sur lesquelles on pensait s'entendre, même entre pays qui, normalement, veulent avoir un rapport au droit plus ou moins courtois, c'est plus du tout ça. Donc, ça pose aussi la question à l'Europe, comment est-ce qu'elle arrive à s'affirmer dans un monde où la loi du plus fort peut reprendre le dessus. Et à quel point notre ouverture ne peut pas se retourner contre nous. À quel point nos dépendances sont des vulnérabilités qui peuvent être surexploitées par des adversaires qui ne nous veulent pas forcément du bien. Donc c'est ça un peu tout l'état de pensée depuis ces 5 dernières années qui, je vois, saisit nos dirigeants européens. On s'est dit, en fait, l'Europe, c'est pas seulement un projet de paix, il faut que ça devienne un projet de puissance. Et comment on passe de l'un à l'autre? Non pas qu'ils sont antinomiques, mais c'est ça qui fait, quand on dit faire l'Europe aujourd'hui, c'est d'arriver à être une puissance qu'on sait qu'on n'arriverait pas à faire tout seul. Et c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour la France, c'est peut-être encore plus vrai quand on est un petit pays, mais c'est se dire qu'il faut encore plus se serrer les coudes et que l'Union fera la force pour arriver à faire valoir nos préférences collectives d'Européens face au reste du monde. Et c'est un vaste chantier. Moi, je résumerai peut-être cela par deux, et ce sera avant ma conclusion, de photos. Longtemps, quand j'étais étudiant, quand j'apprenais les affaires européennes, et c'était le cas aussi chez vous ou de vos enfants, dans les manuels scolaires, dans les manuels d'histoire, la photo, un peu l'image d'Épinal qu'on projette lorsqu'on dit voilà le projet européen, c'est, vous vous souvenez, la fameuse poignée de main de Kohl et Mitterrand en 84 dans l'ossuaire de Douaumont. On dit voilà, l'Europe, c'est ça, c'est ce projet de paix. Aujourd'hui, si je devais choisir une photo pour essayer de montrer quel est encore une fois, on n'y est pas, mais le projet européen tel qu'on veut le faire, ce serait plutôt une photo de Xi Jinping reçue dans la cour d'Élysée avec Macron, Merkel et Juncker qui l'entourent pour dire voilà, il faisait une visite en France, mais finalement il s'est retrouvé avec l'Europe devant lui. Et c'est dire aussi pourquoi le voyage solitaire de Scholz avait été tant critiqué. C'était de dire, voilà, aujourd'hui, l'Europe, il faut aller avancer regroupé, puisque si on veut être une puissance face au reste du monde, notamment face à des pays de la taille de la Chine, il faut le faire, il faut jouer collectif. Et ça, donc, c'est, je dirais, pour moi, ce que je projette comme la vision de l'Europe telle que aujourd'hui, elle se prépare. Je ne dis pas qu'elle s'en donne tous les moyens et que c'est le mot puissance, c'est d'ailleurs pas forcément compris de la même façon selon qu'on est en Suède ou qu'on est en Grèce ou qu'on est là où se trouve dans le continent. Mais c'est tout le projet. En conclusion, je voudrais dire 3 choses. D'une part, l'identité européenne, souvent, vous voyez que j'ai pris 3 exemples différents, l'identité vraiment culturelle,
l'identité politique et l'identité, je dirais, en termes de projet, une passé, présent, futur. Mais elle prend vraiment sens quand les trois sont combinés ensemble. Quand il ne s'agit pas de les prendre séparément, mais de bien les réunir. Si on fait l'euro, c'est à la fois un gage d'identité, mais c'est aussi pour faire fonctionner notre marché, et c'est aussi, ça peut devenir une vraie monnaie internationale. On a fait au départ aussi penser pour essayer de rivaliser le dollar. Donc c'est aussi un instrument, un levier de puissance. Donc c'est l'identité européenne prend vraiment toute son épaisseur lorsqu'elle elle prend bien toutes ces trois dimensions. Mais les deux défis qu'on a devant nous, je dirais, c'est d'une part l'élargissement, qui est une question qui revient. Aujourd'hui, on est à 27. On a été presque pris de court. On a été pris de court par la guerre, mais on a été pris de court par le fait que le premier réflexe, je disais, des pays qui sont concernés par les chars de Poutine, c'était de faire acte de candidature à l'Union européenne. Donc on a eu 3 demandes d'adhésion en une semaine. Vous n'avez pas sollicité. Et vraiment, je peux vous dire que depuis 20 ans que je suis les affaires européennes, on n'imaginait jamais l'Ukraine dans l'Union européenne. C'était pas du tout prévu comme ça. Pas du tout, du tout. Eux, peut-être le souhaitaient, mais nous, on se gardait bien de leur promettre ça. Et donc, aujourd'hui, ce sont pour la Moldavie et l'Ukraine des candidatures reconnues comme effectivement éligibles. Ça veut dire qu'on va se préparer pour les accueillir. Et c'est vrai aussi pour les Balkans occidentaux. Hein. Je parlais des Serbies, du Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, Kosovo. Donc, à quel point on est prêt, à l'horizon pour les prochaines décennies, à élargir notre Union européenne, ce qui est un vrai défi de gouvernance, un vrai défi budgétaire, un vrai défi institutionnel, un vrai défi démocratique. Donc ça, il faudra, pour notre think tank, ça va donner beaucoup de travail, je pense, pour imaginer comment ça peut fonctionner. Et en même temps, l'histoire, on voit bien, les circonstances font que si on laisse les Balkans là où ils sont, déjà, pas sûr que les gens des Balkans restent là où ils sont, mais d'autre part, bien oui, la Russie, la Chine, la Turquie trouvent que c'est un endroit très intéressant où jouer son influence. Donc il y a cette question géopolitique. Et puis l'autre grand défi, posé aussi dans la période actuelle, c'est jusqu'à quel point l'Union européenne en fait, est capable d'exister dans un monde qui se polarise dans une rivalité entre États-Unis et Chine, dans cette fameuse rivalité sino-américaine qu'on voit qui se durcit. Chacun avec l'ambition la Chine ayant l'ambition de devenir en 2049 la première puissance du monde, et les États-Unis vont tout faire pour l'empêcher de l'être, et voulant même pousser aujourd'hui pour un découplage technologique pour empêcher que la Chine accède à ces technologies. Et les deux nous disent, et surtout les États-Unis disent, il faut choisir votre camp. Vous êtes avec nous, contre nous, mais vous êtes alors là, ils ne nous aident pas, en plus, avec leur Inflation Reduction Act, mais la pensée aujourd'hui sur l'Europe se dit, est-ce que l'Europe, finalement, même élargie, va appartenir à un vaste Occident, et ce sera the West and the rest, comme on dit, il y a l'Occident et le reste du monde, et l'Union européenne est en quelque sorte fondue là-dedans et avec finalement une domination américaine, ou est-ce que l'Union européenne élargie et ce qu'on appelle maintenant la communauté politique européenne arrive à exister en soi, je dirais, sans les Américains, sans les Russes, mais à être une puissance à part entière. Et ça, je dirais, la réponse est ouverte, hein, la question est ouverte. Et on n'est pas tout d'accord entre Européens. Certains disent restons atlantistes, restons occidentaux. D'autres disent nous sommes ce que nous sommes. Et ça, c'est, je pense, la question qui s'ouvre pour les années à venir et sur laquelle il faudra être attentif. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour l'identité européenne ce soir.